Vous êtes de plus en plus nombreux et même très nombreux à nous suivre sur Parlement TV. Bienvenue donc dans votre émission Toute la Transition, votre rendez-vous d'information et d'analyse sur la 107.5 FM, la radio parlementaire, en synchronisation bien sûr avec la télévision parlementaire. Au menu donc de cette émission, la Guinée franchit une nouvelle étape sur le chemin du développement et de l'inclusion numérique. Le gouvernement lance un vaste projet de connectivité à Internet au profit de 2200 écoles publiques à travers le pays. Une initiative ambitieuse, porteuse également d'espoir pour l'éducation, l'équité et la transformation digitale dans notre pays. Nous parlerons aussi dans cette émission, bien sûr, de la prestation de serment du collège multidisciplinaire de médecins assermentés dans la perspective de la présidentielle du 28 décembre prochain. Et pendant ce temps, au CNT, donc les régies financières étaient devant les honorables conseillers nationaux pour défendre le volet recettes du projet de loi de finances rectificative exercice 2025. On en parle bien sûr dans cette émission et nous irons aussi du côté de Kindia, la cité donc des agrumes qui abrite depuis donc lundi des travaux sur une avant-proposition de loi sur la couverture santé universelle. On en parle bien sûr dans cette émission et dans la rubrique consacrée à l'invité du jour. Nous recevons M. Ansoumane Toumani Kamara, directeur donc de l'information et des relations publiques des armées, avec qui nous reviendrons sur la célébration de l'an 67 de l'armée guinéenne, 67 ans donc d'engagement au service de la stabilité et du développement national. Et comme d'habitude d'ailleurs, vous avez l'opportunité d'interagir avec nous à travers bien sûr notre numéro du stand, le 622 12 92 41, 622 12 92 41. Vous êtes d'ailleurs très nombreux d'ailleurs à nous écrire tous les matins dans cette émission et nous nous faisons le devoir de relayer vos différentes interventions sur nos antennes. Déjà, nous avons nos différents chroniqueurs sur ce plateau. Eh bien, avec le consultant permanent Belay Kamano, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour mon cher Koela, bonjour aux téléspectateurs mais aussi aux auditeurs de la radio parlementaire. Et sans oublier de transmettre encore ce bonjour particulier, d'adresser plutôt ce bonjour particulier à tous ceux qui nous pratiquent sur nos différents canaux digitaux. Très bien. Nous avons également sur ce plateau Sonike Diané. Bonjour Ibrahim Khalil Diané. Bonjour M. Koela, et bonjour à mes collègues, et bonjour aux techniciens, bonjour au peuple de Guinée, que Dieu bénisse la Guinée. Amin, amin. Également nous avons sur ce plateau l'enfant de Koumi, Mohamed Bari, bonjour. Bonjour Boubacar Koela Diallo, bonjour à nos millions d'auditeurs de la radio parlementaire, bonjour également à ces aimables téléspectateurs de Parlement TV. On n'oublie pas nos fans sur nos différents canaux de communication. C'est un plaisir pour nous de les savoir de plus en plus nombreux parce que grâce à leur attention, cette émission est en train de se faire une place dans le centre médiatique de Guinée. Et nous, c'est un honneur pour nous de servir le pays en cette période charnière de son histoire qui porte sur la refondation et au repositionnement de notre pays. Merci Mohamed Bari, je reste avec vous pour parler justement de cette information, du lancement donc de cette initiative de connectivité des écoles publiques guinéennes. Alors, les écoles ne sont pas aussi épargnées par la refondation prônée par la gouvernance du général Mamadi Doumbouya, parce que tout simplement aujourd'hui même se tient dans la salle du congrès du Palais du Peuple la cérémonie officielle de présentation du projet de connectivité des écoles en République de Guinée, un projet quand même qui a tout son sens parce que certains vous diront pourquoi parler de connectivité en Guinée alors que nous avons quelques problèmes en termes d'infrastructures dans les écoles. C'est une mauvaise appréciation de la chose parce que la question également de la technologie quand même peut être une autre solution pour la Guinée. Alors selon les informations l'information quand même qu'on a reçue du côté des départements pour parler un peu de la portée de ce projet-là, il y a en quelque sorte notamment plus de 5085 écoles déjà ont été connectées à l'Internet. 585 écoles ont été déjà connectées également à l'Internet. Donc d'ici vers la fin de l'année 2025, on cible sur également 2200 écoles qui pourront être également connectées. Et puis dans l'horizon 2026, on parle également de 2200 écoles ciblées également pour ce projet, et puis les restes également qui sont les 1200 restants également vont être
connectés à l'Internet. Alors aujourd'hui, j'ai entendu quand même assez de débats parce que dans les cafés, il y avait une sorte de tohu-bohu pour le fait que les enfants ne sont pas partis à l'école. Voilà, il y a d'autres explications, mais certains ont titubé un peu ce projet gouvernemental en disant que voilà, on n'est pas prêt, la Guinée, en termes d'infrastructure, on n'a pas toutes les possibilités. Alors que les gens oublient qu'il ne faudrait pas mettre nos difficultés en avant pour refuser d'être également dans l'évolution technologique. Parce que tout simplement, ce projet, pour moi, il va permettre un certain nombre d'avantages à la Guinée. Ouais. Premièrement, il va permettre à l'auto-formation des élèves qui, parfois, n'ont pas accès à des ouvrages. Deuxièmement, ça permet à la formation continue des enseignants, mais aussi l'accès de nombreuses ressources en termes de pédagogique. Ouais. Et pourquoi pas également l'Internet, vous le savez quand même, c'est un moyen sûr de réduction des inégalités territoriales parce que vous avez des zones parfois qui sont reculées, qui n'ont pas accès par exemple à des bibliothèques. Donc moi je pense qu'on est dans une sorte de pole position de révolution au niveau du secteur éducatif guinéen et ça prouve à suffisance que cette idée de faire de l'éducation comme étant une sorte de pilier du programme Simandou est en train quand même de se matérialiser parce que la connexion aujourd'hui, l'Internet, c'est l'outil fondamental et si on apprenait nos enfants à utiliser les outils informatiques à la base, je pense que cela pouvait quand même avoir une sorte de déclic en termes également de rehaussement du niveau de l'apprenant en Guinée. Oui, tout à fait, un déclic pour permettre en tout cas de réduire drastiquement, Sonik Diané, la fracture numérique aujourd'hui que nous constatons dans nombre de pays africains et la Guinée aujourd'hui à travers cette initiative va permettre de juguler relativement en tout cas ce phénomène et permettre en tout cas à nos enfants de pouvoir bénéficier des NTIC aujourd'hui qui constituent des outils incontournables dans le cadre de la pédagogie. Effectivement, c'est comme on l'a dit, on est dans la révolution. Ouais. On est dans une révolution technologique. Et cette fracture-là, il faut complètement la casser. Il faut démocratiser l'outil parce qu'effectivement, nous remarquons même nos enfants de 6 mois, 7 mois aujourd'hui savent manipuler cet outil. Donc, c'est devenu, si vous voulez, c'est le futur et le devenir de nos nations aujourd'hui. On ne peut pas s'en passer. Il y a peut-être 50 ans, 70 ans, c'est les dactylos qu'on utilisait. Aujourd'hui, c'est des ordinateurs. Aujourd'hui, on est avec des smartphones, avec tous les outils. Donc, c'est important que le milieu éducatif, parce que ça casse souvent la fracture numérique, mais c'est un outil aussi d'apprentissage. Ça permet de servir les zones désenclavées. Ça permet à nos enfants d'être plus aptes, d'apprendre au mieux. Ouais. Parce que nul ne peut aujourd'hui maîtriser le savoir sans avoir la maîtrise la technologie du numérique. Donc, c'est une grande opportunité. Ouais. J'aime dire ainsi, l'Afrique a, si vous voulez, l'Afrique a échoué certaines révolutions. Ouais. Elle peut se rattraper à travers le numérique. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on a des génies en cette matière-là, des compétences qu'il faille quand même commencer à la base depuis l'école primaire et tout ça pour habituer nos enfants à cet outil qui est essentiel dans la connaissance et dans le savoir. Tout à fait. Sonik Diané, je vais poser une question à notre consultant avant de lui donner la parole. C'est celle de savoir à quel âge ou à quel niveau de votre, on va dire, cursus scolaire vous avez commencé à toucher à l'ordinateur. En tout cas, pour beaucoup, c'est à partir de l'université. C'est à l'université, il faut à partir de l'université. Aujourd'hui, à travers cette initiative, en tout cas du gouvernement, c'est à l'université. C'est la réponse à ma place. Effectivement. Bon, je connais ces camarades de promotion. Oui, non. La vérité, c'est vrai, c'est à partir de l'université, pour ceux qui ont eu la chance quand même de côtoyer les cyber d'alors. Oui, effectivement. Mais pour nous autres, il a fallu sortir de l'université, commencer le travail pour pouvoir utiliser l'ordinateur, toucher à l'ordinateur, c'est ça la vérité. Oui. Mais bien avant nous, vous savez que c'était quand même un outil qui faisait partie, disons-le, de manière... Un luxe, un véritable luxe à l'époque. Qui faisait partie des éléments qui constituaient le luxe pour... certains citoyens et certaines personnalités dans le pays, parce que ce n'était pas à la disposition de tout le monde. Alors ça permettait quand même aux autres de mesurer un peu votre niveau de vie, votre niveau de vie et puis votre niveau d'évolution aussi au sein de la société. Bon, moi je ne vais pas cette fois-ci m'attarder sur l'importance de l'outil numérique dans le domaine de l'éducation. Je vais plutôt m'élargir sur son importance sur la vie nationale, la vie de tout un pays. Parce que ici, hier, la puissance des pays était mesurée par le nombre
de militaires, par exemple, que le pays pouvait recruter, que le pays pouvait avoir. Si hier, la puissance se mesurait par le nombre d'armes, le matériel militaire, aujourd'hui, nous ne sommes plus dans ce cas de figure. Aujourd'hui, la puissance militaire se mesure par rapport au niveau de maîtrise de l'outil, voilà, de l'outil technique et technologique. Tout à fait. Vous avez vu récemment la guerre qui a opposé l'Israël à l'Iran. Ce sont les drones de dernière génération de l'Iran qui ont finalement amené les uns et les autres à mettre un terme à la guerre, parce que si ça continuait, on allait se retrouver dans une autre situation un peu plus compliquée. Et aujourd'hui, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, il faut faire très attention, parce que dans 10 ans, les pays qui vont s'aligner sur la puissance des nations, là, ce sont les pays qui vont maîtriser l'intelligence artificielle. Ce sont les pays qui vont maîtriser l'intelligence artificielle. Alors, pour moi, le CNRD est en train de prendre le taureau par les cornes. Le CNRD est en train de baliser notre développement numérique en passant justement par le système éducatif. Et il n'y a pas meilleur endroit, puisque ce sont eux qui seront demain les futurs informaticiens de ce pays, les futurs médecins de ce pays, les futurs militaires de ce pays, les futurs enseignants de ce pays. Il faut leur faire il faut leur accorder cette chance de se connecter quotidiennement, parce que demain, le jugement des puissances se portera essentiellement sur la maîtrise de l'outil numérique, de l'outil informatique. Alors, si on a commencé par les écoles, c'est vrai, lui, il a raison que parfois les gens disent ah, mais on n'a pas encore de l'énergie dans tous les villages, on n'a pas les infrastructures qu'il faut pour permettre à ces jeunes apprenants, à ces jeunes écoliers, à ces jeunes lycéens quand même de se connecter. C'est pas là le plus important. Je crois qu'il a voulu aller sur des arguments qui tiennent, c'est vrai, mais pour le moment, il faut chercher à se connecter. Le plus important, c'est se connecter. Parce que quelle que soit l'absence d'énergie, aujourd'hui, avec les téléphones smartphones, ces apprenants peuvent quand même aller faire des recherches. Les chercheurs qui sont dans les universités peuvent aller faire des recherches à partir de leur téléphone. Même s'ils sont dans les villages, je crois que cela aussi a été prévu pour ces écoles, les 585 qui sont déjà connectées. Il va y avoir pour ces écoles des sources d'énergie solaire. Un système d'énergie solaire pour permettre à l'établissement et aux apprenants, aux encadreurs qui sont dans ces établissements-là de pouvoir se connecter. Alors, c'est une, disons-le, c'est une prévision. C'est une prévision qui est en cours d'expérimentation. Et je suis sûr et certain qu'avec la volonté, avec l'accompagnement de tous, parce qu'il faut le dire aussi, il y a de ces Guinéens que nous connaissons qui vont peut-être demain vouloir saboter en allant voler ces équipements-là ou en manipulant ceux-là qui sont chargés de alors, la gestion. Donc il faut un accompagnement, il faut une adhésion et un accompagnement pour que ce projet-là puisse voir le jour, parce que c'est sur ce projet-là que la puissance de la Guinée reposera demain. Il faut le dire et le redire. Tout à fait, très bien, parce que l'école, en tout cas, c'est le meilleur endroit pour pouvoir acquérir ses compétences. Oui, moi, je voudrais quand même appuyer ce que le consultant vient de dire. Effectivement, c'est les nouveaux outils de souveraineté moderne. Bien entendu. Je voudrais que déjà nos enfants s'y habituent et qu'il y ait une éducation numérique et tout ça, parce que l'usage, c'est aussi les inconvénients. Donc, il faut prévoir tout ce mécanisme éducatif de savoir et de citoyenneté. Donc, c'est un outil qu'on doit utiliser, mais dans la construction citoyenne et civique aussi. Justement, Barry, donc vous évoquiez tantôt cet aspect des enfants qui seraient restés à l'école ou dont on aurait demandé de rester à la maison pour la simple raison qu'il y a cette cérémonie. Et le ministère donc l'enseignement préuniversitaire a fait un communiqué pour préciser les choses. Ah oui, c'est une grande confusion parce que hier soir, quand je suis rentré à la maison, mes enfants m'ont dit que demain il n'y a pas cours. J'ai dit pourquoi il n'y a pas cours. Bon, on dit que général Mamadi Doumbouya appelle tous les enseignants au palais du peuple. Je suis parti le matin à l'école pour vérifier l'information. Malheureusement, j'ai eu les mêmes arguments que également les encadreurs ont porté
à ma connaissance, soit disant que les enseignants sont invités à la cérémonie de présentation de ce projet-là. Alors, c'est quand même, si c'est pas une information vérifiée, parce que le ministère de l'Éducation et de l'enseignement préuniversitaire également est sorti également à travers un communiqué pour constater effectivement également le fait que beaucoup d'écoles également ont passé le format, ont fermé les classes pour arguer l'argument de la présentation également de ce projet-là. Donc, le ministère informe également les parents d'élèves et les élèves que les cours également devront véritablement se dérouler aujourd'hui comme il se devait, et par conséquent, le département a procédé également à l'invitation de tous les DPE, les DCE et les CEF également des établissements à prendre toutes les mesures qu'il faut pour que également le déroulement concret des cours vont être effectif. Là également, je me demande comment ça va se faire, parce que le vin est déjà tiré. J'ai fait quand même le constat ce matin dans la majorité des écoles de ma commune. Mais le communiqué, il est tombé à quel moment? Parce que il est tombé en tout cas un peu tardif. Parce que moi, j'ai été informé comme toi par mes enfants la nuit. Oui, c'est aux environs de 22 h que j'ai pu joindre quelqu'un du ministère qui m'a donné des informations comme quoi effectivement l'événement devait avoir lieu et que tous les enseignants étaient invités. Alors à partir de là, j'ai rejoint la position des enfants. Très bien. Non, sauf que moi je me dis, pour ces cas de figure-là, c'est vrai que nous parlons d'un projet qui a une portée quand même historique, non seulement pour l'émancipation de nos enfants, mais il faut quand même que le ministère en charge de l'enseignement préuniversitaire puisse avoir un canal de communication fiable pour éviter également à ces rumeurs-là qui ne sont pas parfois justifiées. Parce que pour des élèves qui viennent à l'école malgré eux, quand vous leur dites mercredi qu'il n'y a pas cours, ce qui veut dire c'est toute la semaine. Ils considèrent que demain il n'y a pas cours. C'est toute la semaine qui est consommée. Ils vont se réveiller à 8 h. Ils vont se réveiller à 8 h. Alors que ce n'était pas la vraie information. Donc je me dis que pour les prochaines échéances, il faut quand même trouver des canaux de communication plus larges afin que les gens puissent avoir les bonnes informations pour ne pas quand même faire circuler des rumeurs qui ne sont pas parfois vérifiées. Tout à fait. En tout cas, le Palais du Peuple, à l'instant où nous parlons, abrite donc cette cérémonie, et déjà la salle des congrès du Palais du Peuple commence à faire son plein avec bien sûr la présence des différentes personnalités invitées. Ça c'est depuis 8 h. À cette cérémonie, justement. Alors nous allons à présent parler de la présidentielle du 28 décembre prochain avec cette cérémonie de prestation de serment du collège donc multidisciplinaire de médecins assermentés, Mohamed Bari. Eh bien, le professeur Hassan Ba, j'allais dire, le professeur Hassan Ba et ses collègues qui ont prêté serment et qui s'engagent naturellement à remplir leurs tâches républicaines en toute, on va dire, responsabilité. Ah, vous l'avez dit, ils sont au nombre de 7 membres du collège médical chargé d'examiner les candidats à la question sanitaire également des candidats à l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Donc, ils ont prêté serment ce mercredi 4 novembre devant la Cour suprême, dont ce collège est composé également des spécialistes issus de plusieurs disciplines médicales. On ne va pas revenir sur la liste. Je ne sais pas si la nécessité y est, mais quand même, voilà, le collège est présidé par notre conseiller national, professeur Hassan Ba, qui est médecin légiste. Il y a aussi professeur Amara Sissé, qui est neurologue, professeur Mamadou Dadi Baldé, qui est cardiologue, professeur Morikonde Doukouré également, qui est psychiatre, également la professeure Mariama Biavougué, cardiologue, et professeur également Fousseni Diakité, cardiologue, et professeur Djibril Silla, qui est médecin légiste. Alors, il faut dire quand même que cette cérémonie, comme l'a rappelé le procureur général après la Cour suprême, Sidi Suleiman Ndiaye, quand même qui a remis cette cérémonie dans son contexte historique, parce que je rappelle quand même qu'on parle de prestation de serment des médecins, des médecins assermentés qui doivent statuer sur la santé des différents candidats. Donc, il faut quand même dire que la mission qu'ils ont quand même, c'est une mission délicate, parce que, premièrement, il faut que désormais le devoir de vérité puisse accompagner leur travail. En plus du devoir de vérité là, il faut également de la rigueur scientifique. Parce que vous pouvez être animé d'une bonne intention de dire la vérité, mais si vous n'avez pas les outils et les connaissances qu'il faut pour statuer sur les conditions de santé d'un candidat, c'est un problème. Et puis l'autre chose, c'est la neutralité intellectuelle. Parce que vous pouvez peut-être ne pas aimer un candidat, bon, ce n'est pas le cas, mais ça demande d'être notamment la neutralité. Parce que pour moi, le travail de ce collège médical engage toute la nation, parce que c'est eux qui devraient désormais rassurer les Guinéens
que celui qui devra être le président de la République, notamment, est en bonne condition, notamment de facultés nécessaires de diriger le pays sur beaucoup d'aspects, aspects physiques, aspect mental, aspect et même sanitaire. Et l'autre chose également, il faut dire que ces collèges-là, à travers également le travail qu'ils vont faire, ils doivent inspirer 3 notions fondamentales. La probité, c'est qui est une quand même valeur essentielle pour le résultat. L'objectivité, la rigueur scientifique, pour que également cette rigueur scientifique la puisse conduire également à la rigueur de la vérité. Donc c'est un travail spécial et je pense que c'est sûrement à tout son sens parce que c'est l'avenir de toute une nation qui y découle. Tout à fait. Oui, Soninké Diané, par rapport à cette cérémonie solennelle. Ah oui, c'est une très bonne cérémonie parce que il fallait ça, et c'est parce que les élections sont très importantes, et surtout ceux qui doivent gérer la vie de la nation doivent être en bonne santé physique et mentale. Donc c'est extrêmement important, c'est pas qu'un outil politique, mais c'est un outil aussi de transparence, et c'est un outil de démocratie. C'est un outil, c'est parce que le chef doit être en bonne santé, il doit être apte. Nous savons toutes les charges d'un chef d'État. Il ne faudrait pas que demain on ait un chef d'État malade qui va passer le temps à voyager pour aller se soigner. Et ça va coûter cher comme on a, au budget national. Donc tout ça, c'est vraiment important aujourd'hui. L'éthique dans le processus, la santé dans le processus électoral. Donc quelque chose d'important pour moi. Oui, je crois que cette prestation de serment est une autre étape du processus électoral, puisque nous avons déjà, disons-le ainsi, clôturé, je crois, le dépôt des listes de candidatures. Nous nous acheminons maintenant vers l'examen de ces dossiers. Parallèlement, donc, la commission multidisciplinaire, donc le collège, va aussi commencer aussitôt son travail pour permettre à la Cour suprême, dans les délais impartis, donc des délais constitutionnels, permettra donc à cette institution de présenter au peuple de Guinée les différents candidats qui donc s'engagent à briguer la magistrature suprême. C'est une étape importante. Mes prédécesseurs ont déjà développé largement l'aspect santé. Moi, je vais un peu m'appesantir sur l'aspect politique parce que il va s'agir essentiellement de voir dans quelle mesure ces candidats-là pourront être retenus par la Cour suprême sur le plan sanitaire, donc sur le plan médical. Parce que leur rapport aussi servira quand même à la Cour suprême pendant donc les délibérations. Alors, pour moi, un candidat à une élection présidentielle, je suppose, un candidat qui va passer 7 ans au pouvoir, rien qu'un an déjà, pour diriger un pays, il est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile au point que, en quelques mois, vous pouvez vous voir non seulement dépéri, mais aussi les cheveux complètement blanchis, et pourquoi pas le visage avec des rides d'un vieillard de 80 ans. Alors, pour moi, c'est important, puisque politiquement, nous avons constaté que dans les pays où les chefs d'État ont des pépins de santé, des pépins de santé chroniques, généralement autour de ces chefs d'État-là, vous constaterez qu'il y a toujours des clans. Des clans qui engagent des batailles de succession. Des batailles de succession pendant que le mandat donc, du président en cours n'est pas encore terminé. Et cela a des répercussions sur la gestion de ce président, sur la gestion administrative et sur la gestion de tout le pays. C'est pourquoi le constituant, donc le législateur cette fois-ci, a introduit dans la Constitution que les candidats passent donc par ce scanner médical pour qu'ils soient confirmés candidats ou validés candidats avant l'élection. C'est pour éviter que demain, nous ayons un président de la République qui viendra avec des soucis de santé. Il a parlé des finances. Les présidents, généralement, qui souffrent, font saigner le pays, mais sans que le monde ne le sache. Parce qu'à chaque fois qu'il a des soucis de santé, il est obligé de sortir du pays avec une mallette d'argent, aller à l'étranger pour aller se faire soigner avec beaucoup de millions de dollars. Et cela pèse sur le budget de l'État. Alors, pour cette fois-ci,
Nous demandons donc à ces compatriotes qui ont eu la chance de figurer parmi le collège, qui ont beaucoup d'expérience, ces compatriotes-là, qui sont connus pour leur probité morale, qui sont connus pour leur professionnalisme, qui sont connus pour leur grande expérience. Quand je parle d'expérience, je vais citer parmi eux le professeur Hassan, connu pour sa grande expérience dans son domaine. Le professeur Amara Sissé est connu pour sa grande expérience dans son domaine. Et tous les autres qui ne sont pas à leur première expérience. Ce sont des sommités, ce sont des sommités dans le monde médical de notre pays qui ont été choisis et sur lesquels nous comptons pour que, in fine, ils nous sortent un rapport, même si le secret professionnel les oblige de se taire là-dessus, mais que la Cour suprême puisse quand même avoir des éléments sur lesquels statuer. Voilà, sur lesquels statuer pour délibérer enfin et nous présenter une liste de candidats bien portants, capables de gérer le pays au moins pour cette période de 7 ans. Merci, oui, parce que sur la mission également, de l'importance de cette mission également de ce collège médical, parce que voilà, quand on parle de lucidité, de discernement et de endurance, quand même, ce sont des éléments importants pour un chef d'État, parce que malheureusement, dans un passé pas très loin de la Guinée, on a vu des chefs d'État qui sont chefs d'État, mais la télécommande de la gestion de l'État est détenue par l'entourage, le parti politique, la famille, le clan. Voilà. Finalement, vous allez voir, le président ne peut même pas aller sur le terrain pour mesurer les actions du gouvernement en termes de développement. Nous avons assisté dans ce pays à des hauts cadres à la présidence qui venaient signer à la place. On va laisser passer. Non, mais c'est le présent. Non, le slogan de la refondation, c'est inspiré du passé pour construire ensemble le futur. Merci Bella Kamano et Mohamed Bari. Nous avons assez de messages de nos internautes. Nous allons rapidement nous faire le devoir de lire quelques messages. Bonjour Parlement TV. Depuis l'arrivée du général Mamadi Doumbouya au pouvoir, le système éducatif a été bien servi. Nous, les enseignants contractuels qui étions négligés, voire même méprisés, avons eu donc la chance d'être intégrés à la fonction publique. Moi, Raphaël Manimou, je dis merci au général Mamadi Doumbouya. Les enseignants de Guinée vous disent merci. Connecter des centaines d'écoles pour aider les enfants à se familiariser avec les nouvelles technologies est une très bonne chose. Rien que ce projet de connectivité des écoles, surtout à l'intérieur du pays, donc est une des initiatives, est une victoire, j'allais dire, pour le système éducatif. Je salue donc et félicite le ministre Jean-Paul Sedi et chapeau au général Mamadi Doumbouya pour la vision. C'est M. Makole depuis Kassa. Si hier nous n'avions pas donc bénéficié d'ordinateurs ou de téléphones par la faute de nos dirigeants, aujourd'hui Général Mamadi Doumbouya offre cadeau ce qui était un luxe d'antan aux enfants donc de Guinée. Comment ne pas remercier un tel monsieur si c'est lui donc qui peut apporter donc ce soutien au peuple de Guinée. Nous lui réitérons notre engagement. Monsieur Ousmane Bangoura depuis Boké. Et le dépôt de la candidature à la prochaine présidentielle du général Mamadi Doumbouya a rasséréné, j'allais dire, les tensions émotionnelles du peuple conquis dans sa majorité. Le peuple de Guinée a vite compris et appris aussi, n'est-ce pas, avec satisfaction, le caractère vérécondieux d'un chef qui parle peu mais qui s'exprime beaucoup à travers ses actes. On ne peut plus donc pragmatique, j'allais dire. Le Mokoda sera activement présent dans les dispositifs de la campagne présidentielle pour une victoire éclatante dans la paix, notamment auprès de la diaspora guinéenne. C'est dans ce cadre que je vais donc effectuer une tournée hors de nos frontières afin que cette semaine, en fin de semaine, pour une première étape, l'Hexagone, où les points focaux de l'Europe vont se retrouver pour définir et harmoniser les paramètres de campagne, en étroite collaboration avec le directoire de campagne nationale qui sera mis en place. La Guinée, notre patrie, l'Afrique, notre avenir, signé Patrice Kourouma, président du Mokoda. On a compris, M. Kourouma. Alors, bonjour Parlement TV. La mise en place du collège multidisciplinaire de médecins assermentés est une preuve du sérieux que l'État entend conférer à cette élection présidentielle. J'ai confiance au professeur Hassan et ses compagnons pour un travail républicain. Dr Hamidou Kondé depuis Macenta.
Après le dépôt de candidature de notre général au nom de Génération de la Modernité et du Développement, GMD, le Bonida prend position et adresse ses sincères félicitations pour le bonheur de la Guinée. Nous apportons donc notre soutien total. C'est un message que nous envoie M. Fasseli Traoré. Nous sommes dans une phase où chaque Guinéen est interpellé. La Guinée doit être préservée, quelles que soient nos ambitions personnelles. Il faut toujours mettre donc l'intérêt exclusif de la Guinée en avant. Nous voulons donc une élection présidentielle inclusive et apaisée. C'est un message que nous envoie M. Alpha Diallo depuis Pita. Donc vous pouvez continuer à nous écrire sur le 622 12 92 41. Nous allons à présent parler des activités ici au Parlement. L'activité bien sûr principale, outre celle bien sûr relative à la rédaction des lois organiques, c'est bien l'examen du projet de loi des finances, de finances rectificatives, exercice 2025. Les honorables conseillers nationaux déjà travaillent sur le volet recettes. Les membres donc du gouvernement à travers les régies financières étaient donc devant les membres de la commission finances du Parlement pour échanger autour de la question. Nous allons suivre ce reportage signé Abdallah Baldé qui revient sur les temps forts de cette activité. Présenté en plénière le vendredi dernier, le projet de loi de finances rectificative 2025 fait l'objet d'intenses débats dans les commissions permanentes du CNT. C'est le cas de la commission plan, affaires financières et contrôle budgétaire. Les responsables des régies financières de l'État démontrent, argument à l'appui, les résultats du travail ardu effectué à leur niveau pour la mobilisation des recettes. Pour l'année 2025, nos régies ont été extrêmement performantes. Les recettes, c'est 22% des recettes initialement prévues. Cette séance présidée par l'honorable Hamidou Kamara permet aux honorables conseillers nationaux d'exercer de plein droit le contrôle budgétaire. Une panoplie de questions a été soumise aux responsables des régies pour aider l'État à mobiliser plus de recettes. Avec la dette, il s'agissait de nous rassurer de la fiabilité des mécanismes de financement prévus dans le budget pour le financement du déficit budgétaire. Avec les différentes régies, il s'agissait de nous rassurer de la sûreté que les régies ont en termes de projection des recettes. Est-ce qu'il y a certaines lignes qui ont été surévaluées? Est-ce qu'il y a certaines lignes qui ont été sous-estimées? Donc c'est ce travail que nous avons fait sur les questions de recettes minières, sur les questions des dividendes, sur le recouvrement des restes à recouvrer et plusieurs autres types de recettes. Selon le programme, le CNT dispose de 12 jours à compter de la date de présentation du projet de loi de finances rectificative pour clôturer les travaux. Cette année, le projet de loi de finances rectificative est marqué par une mobilisation exceptionnelle des recettes de l'État de l'ordre de 7 800 milliards de francs guinéens par rapport à la loi de finances initiale à la date du 30 septembre 2025. Merci Abdallah Baldé donc pour tous ces détails. Mohamed Bari, on a suivi ce reportage d'Abdallah Baldé qui revient sur les temps forts de cette séance de travail que les honorables conseillers nationaux ont eu avec bien sûr les responsables des régies financières sur le volet recettes du projet de loi de finances rectificative exercice 2025. Oui, il faut dire quand même qu'il y a quand même un travail intense aujourd'hui qui est fait dans les différentes commissions du Conseil national de la transition et pour parler également de la loi de finances rectificative également pour l'exercice 2025 parce que pour quand même c'est un document essentiel qui va permettre également d'ajuster les prévisions budgétaires de l'État en fonction également de l'évolution du contexte économique et financier du pays. Donc chaque département aujourd'hui est une sorte dans une sorte également d'avocat qui on vient défendre également son budget pour ne pas être amputé de quelques recettes ou de quelques allocations. Et je pense que c'est un travail très important aujourd'hui qui démarre au Conseil national de la transition parce que vous le savez quand même que c'est un travail très ardu. Parfois, ils sont appelés à rester ici jusqu'à 3h, 4h du matin pour travailler. Ça montre à suffisance que voilà, le travail parlementaire des Conseils national de la transition, il y a une certaine responsabilité qui est faite dedans parce que chaque département est obligé de venir défendre également le budget qui est alloué à votre département, mais aussi justifier.
ce qui a été alloué, mais aussi justifier la nécessité peut-être d'augmentation parce qu'il y a peut-être des nouvelles dépenses qui n'étaient pas prévues dans la loi initiale. Et je pense que c'est un débat responsable parce que tout simplement, il faut que le Parlement puisse avoir également de la rigueur dans ce travail pour que les ajustements qui vont sortir également et de tous ces travaux-là puissent être concentrés également sur des secteurs porteurs de croissance, mais aussi qui visent à l'amélioration des conditions de vie des populations, parce que c'est ça aussi le budget de l'État. Et je pense qu'aujourd'hui, tout ce qui est fait au niveau des commissions montre à suffisance que pour ceux qui ne connaissent pas l'évolution des travaux du Parlement, il y a quand même toute une sorte de laboratoire à l'interne du Conseil national de la transition au cours pendant lesquels quand même on effectue ces travaux-là. Et aujourd'hui, ces ministères, vous allez voir qu'un ministre parfois qui pourrait être considéré comme plus proche peut-être du chef de l'État, mais quand il vient au Conseil national de la transition, il est sur le statut de ministre, les questions lui sont posées, du premier au dernier conseiller national, chacun vient avec également ses propositions et même ses critiques, parce que l'idée permet également, parce que vous le savez, à chaque fois qu'on sort également de ces travaux-là, le Conseil national de la transition, sous le magistère de son président, honorable Dr Nansa Kourouma, a toujours parfois révéler des postes de dépenses que l'État parfois ignore, mais aussi faire des recommandations majeures pour que l'État puisse s'intéresser à des projets qui impactent sur la vie des populations. Justement, Soniké Diané, quand même, il faut rappeler, comme Mohamed Barry l'a dit, que le budget de l'État, dans son volet recettes, a fait un bond de plus de 10 000 milliards de francs guinéens. Cela dénote quelque part d'une certaine performance de l'économie guinéenne actuellement, parce que nous sommes à date, le volet recettes à 43 000 milliards de francs guinéens contre donc 33 000 lors de la loi de finances initiale. Donc il y a eu des améliorations à ce niveau. Donc ce sont ces améliorations que les conseillers nationaux ont eu à avoir comme information auprès de ces régies financières. Et on sait que ce sont ces régies financières qui renflouent les caisses de l'État pour pouvoir permettre à la Guinée de faire face aux enjeux de développement du pays. Donc il était important pour les conseillers nationaux d'être davantage édifiés et peut-être aussi, Barry l'a dit, aider le gouvernement à identifier d'autres niches de recettes qui pourraient contribuer à renflouer les caisses de l'État. Effectivement, vous savez, comme on dit, c'est la loi rectificative, la LFR. La loi rectificative, voilà, effectivement. Rectificative. Dites LFR, tout simplement. LFR, voilà. Comme je suis un gros balinqué là, j'arrive pas à bien prononcer. C'est normal. Voilà, donc c'est important, effectivement. Il y a des contraintes aussi. Tout à fait. Vous savez, on rectifie, c'est parce que voilà, il y a des objectifs nouveaux qui naissent et tout ça. Il faut adopter ces réalités. Mais le volet recette est important parce que c'est elle qui permet de faire les dépenses. Et donc, je pense que déjà l'État fait assez d'efforts. Et il faut trouver d'autres niches, effectivement. Vous verrez qu'il y a d'autres niches de recettes qu'il faut exploiter pour pouvoir booster encore ce qui est déjà fait, qui est un grand effort, parce qu'il y a un effet de moralisation du budget des finances dans le pays. C'est ce qui fait qu'il y a eu ces résultats. Tout à fait. Oui, Bella Kamano. Bon, je crois que c'est une tradition dans la gouvernance de tous les pays du monde, lorsque au début de l'année ou en fin d'année, la loi initiale des finances est adoptée par le Parlement. Au cours de l'exercice, le gouvernement est obligé de revenir encore vers le Parlement pour voir comment adapter ce qui reste, donc réajuster non seulement les recettes mais aussi les dépenses de l'État. Je crois que c'est ce qui est en cours maintenant au Parlement, même si ça a un peu pris du temps, sinon ça devait être là, je crois, au mois d'octobre. Mais compte tenu c'était plus tard septembre. Voilà. Plus tard le 15. Le 15 septembre. Malheureusement, bon, avec les charges du côté du gouvernement aussi, mais du côté aussi du Conseil national de la transition, ça a mis un peu de temps. Mais il vaut mieux faire plus tard que jamais. C'est ce qui est en cours. Les conseillers nationaux sont donc à l'écoute de tous les départements. Les conseillers sont à l'écoute de toutes les directions, donc des régies financières de l'État, pour permettre justement au gouvernement d'adapter donc les recettes, mais aussi les dépenses aux prévisions budgétaires qui sont déjà faites bien avant
cette loi rectificative des finances. Mais aussi, ça va permettre au gouvernement, s'il y a des priorités. De par le passé, nous avons constaté, par exemple, que pendant l'exercice de ces lois de finances, il y a eu des crises sanitaires. L'incendie du dépôt, par exemple. L'incendie du dépôt, il y a eu les inondations de Koya. Des inondations qui sont intervenues. Alors, lorsque des cas comme ça interviennent, c'est donc l'occasion pour le gouvernement de réorienter, par exemple, ses dépenses, de réorienter, par exemple, de revoir la méthode de collecte donc des recettes pour permettre à l'État d'y faire face. Alors, c'est de ça qu'il est question de manière très élémentaire aujourd'hui ici au Parlement. Tout à fait. Alors, pour le cas maintenant des régies financières, vous savez qu'au-delà donc de la téléphonie, au-delà du carburant, au-delà de toutes les autres sources de recettes, les mines, les régies financières apportent aussi beaucoup à l'État. Lorsque vous prenez par exemple la Direction générale des douanes, la Direction générale des douanes est au-dessus presque de toutes les autres régies parce que la direction apporte beaucoup, sans parler donc de la Direction générale des impôts, sans parler des autres régies financières. Lorsque eux, on les appelle, c'est-à-dire les gestionnaires donc de ces directions, on les appelle pour venir les écouter ici, ça devient intéressant. Ouais, tout à puisque fait. à travers eux, les conseillers nationaux peuvent non seulement trouver d'autres niches de recettes, d'autres niches, d'autres poches de recettes. Ouais. Nous l'avons connu ici de par le passé, Tout à fait. sous la 8e législature qui avait à l'époque permis même au gouvernement d'engager plus de 400 milliards. Oui, 400 milliards de francs. Voilà, ça, effectivement, oui. Ça c'était vers les années, je crois, 2017, 2018. Avec la 9e législature également, il y a eu cette augmentation des postes. Même avec le CNT aussi. Même avec le CNT, je crois que c'était les années, 2 ans derrière nous, 1 an derrière nous. Oui. Le CNT avait réussi quand même à dénicher des poches de recettes et qui avait permis au gouvernement de renflouer les caisses, mais de rehausser le budget, de rehausser donc les recettes. Alors c'est cette occasion qui est mise à profit pour permettre au gouvernement non seulement d'adapter ses dépenses, de réajuster ses dépenses, mais aussi de trouver d'autres poches de recettes. Il faut rappeler quand même à nos téléspectateurs et auditeurs qui nous suivent à l'instant sur Parlement TV, mais aussi sur la radio parlementaire, que les différents départements ministériels défilent dans les différentes commissions du CNT pour défendre en tout cas leur budget. J'allais aussi oublier de mentionner quelque chose d'important, parce qu'il y a des départements aussi qui n'ont pas réussi quand même à consommer, passez-moi l'expression, les 30% du budget qui leur a été alloué. Effectivement, parce que ce problème a été soulevé d'ailleurs par les conseillers nationaux lors de la loi des finances initiale. Donc la capacité d'absorption, tout à fait. Donc des allocations budgétaires au sein des différents départements ministériels. Le taux de décaissement est très faible dans nombre de départements aujourd'hui, en tout cas au sein du gouvernement. La question, en tout cas, c'est une question lancinante parce que la même question revient encore lors des différents, en tout cas, les différentes sessions de travail ici au Parlement, parce que quand vous écoutez aussi les membres du gouvernement, très souvent, il y a la question aussi de la lourdeur administrative au niveau notamment du pôle économique du gouvernement, parce que les spécialistes vous diront que le budget de l'État, ça fonctionne à basse caisse. C'est quand il y a de la liquidité qu'on peut payer tel ou tel projet. Donc ce qui fait qu'il y a toute une chaîne en tout cas de dépenses qui est en tout cas suffisamment grippée, même on peut dire comme ça. On espère bien que ça va être dégrippé pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir entrer en possession de leur budget et faire face au développement en tout cas de leur secteur. Alors nous allons à présent filer du côté de Kindia où je l'annonçais dans l'entame de cette émission. Les honorables conseillers nationaux et d'autres cadres des départements concernés sont en train d'échanger autour d'une avant-proposition de loi relative à la couverture santé universelle. Vous le savez, c'est l'une des innovations contenues dans la nouvelle constitution de notre pays. L'idée est d'échanger sur le mode opératoire de la mise en route de cette disposition de la constitution. Nous allons suivre ce reportage de notre correspondant basé du côté de la cité des Agrumes, Aboubakar Mbemba Kondé. On se retrouve pour la suite de cette émission. La santé et de l'hygiène publique, objectif, élaborer une loi spécifique sur ce sujet. La vision du Premier ministre, c'est l'accès de la population
aux services de santé. Et pour ces raisons, il est donc normal que chaque citoyen ait accès aux services de santé. Et ce que je demande à tous les participants, c'est-à-dire que toutes les parties prenantes qui sont là, que ce soit partenaires techniques financiers, sociétés civiles, les privés, y compris ceux qui sont autorités, puissent élaborer un mécanisme, mais qui soit conforme aux réalités de la Guinée. L'initiative vise à assurer également l'accès universel à des services de santé de qualité et à moindre coût. Une manière de garantir à chaque Guinéen partout où il se trouve sur le territoire national l'accès aux soins. En fait, c'est un atelier d'élaboration de l'avant-proposition de loi en rapport avec la couverture santé universelle. Comme vous le savez, la couverture santé universelle est devenue dans notre pays un droit constitutionnel. Donc le président du Conseil national de la transition, le Dr Dansa Kourouma, nous a demandé d'organiser un atelier pour élaborer les lois qui vont accompagner la couverture santé universelle pour qu'elle soit une réalité. Donc ce matin, nous avons lancé cet atelier qui réunit des experts dans le domaine de la santé, des experts dans le domaine des finances, des assurances, pour qu'ensemble on puisse plancher et voir les meilleurs mécanismes et peut-être même des mécanismes innovants pour pouvoir nous permettre de financer la couverture santé universelle dans notre pays. Pour réaliser cette importante réforme, les partenaires comme l'OMS appuient cette disposition de la nouvelle constitution pour la mise en place d'un cadre législatif solide pour la couverture santé universelle en Guinée. Pour ce qui est de cet atelier, l'OMS fera non seulement une présentation concernant le financement sur la couverture sanitaire universelle, nous allons aussi les accompagner sur un voyage d'expérience au Togo sur le financement de l'OMS et nous allons les aider à rédiger ce rapport pour le présenter au niveau de la Constitution. La mise en place d'un cadre juridique solide pour la couverture santé universelle améliorera la protection sociale et garantira l'accès aux soins de santé pour tous les citoyens. Donc la démocratisation de l'accès à la santé, en tout cas, est en marche dans notre pays, sous l'empire, bien sûr, de la nouvelle constitution. Mohamed Bari, eh bien, c'est une des dispositions qui suscite assez de, on va dire, d'attention au sein de l'opinion publique. Pour la première fois, la Guinée va expérimenter cette approche en termes d'accès à la santé pour les citoyens. Et puisque c'est une première, donc la Guinée se donne tous les moyens, en tout cas, tout le mécanisme approprié pour que cette initiative puisse être beaucoup plus impactante dans la vie des citoyens guinéens. Ah oui, hein, la couverture santé universelle qui est différente de la gratuité de la santé. Tout à fait. La précision a tout son sens. Quand même, c'est l'une des grandes innovations hein, voilà, de la nouvelle constitution qui fait aujourd'hui que la question de la santé puisse être également au cœur de préoccupation de l'État parce que pour celui qui connaît, les charges sanitaires pèsent très lourd dans la recette fiscale également des ménages parce que les parents déboursent assez d'argent vis-à-vis de la santé. Donc l'État désormais s'engage à travers la couverture santé universelle de faire en sorte quand même qu'on puisse avoir, qu'on puisse aller vers une sorte de démocratisation également de la santé qui devrait être désormais accessible à tout le monde pour ne pas dire que c'est seulement les nantis qui ont droit également à la santé et ceux qui n'en ont pas l'argent. Donc du coup, l'État à travers la couverture santé universelle s'engage à faire en sorte quand même qu'il y ait la disponibilité d'abord en termes d'infrastructures dans les différentes communautés du pays et ajouter à cela, il faut aussi, l'État s'engage à disponibiliser également le matériel parce que quelles qu'en soient les infrastructures, s'ils ne sont pas équipés, également par des matériaux, c'est-à-dire bon, les équipements des dernières générations, ça ne marche pas. Et puis l'autre chose, quand vous avez des infrastructures, vous avez du matériel, il faut forcément également des agents de santé et pour ça il faut de la formation, il faut également à une certaine également la possibilité de mettre à niveau ces enseignants. Donc c'est l'ensemble de ces dispositions là que l'État matérialise dans la couverture santé universelle et après la volonté populaire, après que il y ait cette disposition de la Constitution, désormais il faut aider à ce que cette disposition puisse être appliquée
dans la réalité, et ceci passe également par des textes normatifs qui permettent de tenir compte d'un certain nombre d'aspects avant l'exécution réelle également de cette disposition. Mais je pense quand même que c'est la meilleure façon aujourd'hui de procéder à une sorte de redistribution également des revenus nationaux, parce que tout simplement, on ne peut pas dire à tous les Guinéens de s'aligner pour les donner de l'argent, mais quand même tout Guinéen a besoin de santé, et si l'État permettait la possibilité d'accession également à la santé à moindre coût à toute la population, je pense que c'est la meilleure façon également de redistribuer également le revenu national. Oui, Soniké Diané, par rapport à la CSU, couverture santé universelle, tout en rappelant que dans cette perspective, il y a un grand forum qui doit être organisé, je crois bien le 15 de ce mois, à Conakry, un forum qui va regrouper des sommités du monde médical et d'autres aussi acteurs du secteur pour davantage mûrir les réflexions autour de l'application de la CSE. Ah oui, cela prouve combien de fois les conseils nationaux veulent vraiment prioriser la question de santé. On sait bien que les ménages en Guinée souffrent profondément parce que la couverture sanitaire n'est pas là et les gens ont des difficultés d'accéder aux services de soins de qualité. Donc si aujourd'hui le gouvernement priorise dans la Constitution le droit à la santé gratuite pour tout le monde, mais cela va avec des charges énormes. Donc il faudrait réfléchir sur tout ce schéma-là, faire des propositions de loi efficaces qui va permettre à l'État d'avoir un outil nécessaire pour pouvoir, si vous voulez, implémenter au mieux. Parce qu'effectivement, la couverture sanitaire, c'est aussi de l'argent, c'est aussi des recettes, c'est aussi des investissements, c'est aussi des intrants, c'est aussi des équipements. Donc c'est tout un process, mais il faut l'organiser à travers une loi qui va permettre de faciliter le travail. Et parce qu'effectivement, qui parle de santé, parle d'un droit. Voilà, donc la couverture sanitaire ne doit pas être une utopie, c'est un droit que l'État veut garantir pour tout le monde. Et c'est en cela les conseils nationaux, sous le leadership du Dr Dansa, sont en train de travailler effectivement. Oui, Bella Kamano, par rapport à cette question. Oui, si c'est un droit, je dirais que c'est ce droit qui doit être encadré. Donc la rencontre de Kindia statue sur cet encadrement juridique d'une disposition de la Constitution qui va désormais permettre aux Guinéens d'avoir la possibilité d'accéder au système de santé avec moins de difficultés financières. C'est de cela qu'il est question. Tout à fait. La couverture santé universelle, c'est de cela. Permettre aux citoyens d'accéder au système de santé avec moins de difficultés financières. Et si c'est le cas, je dirais que nous sommes aujourd'hui dans un processus qui va encore nous prendre du temps, parce que tout simplement, il a cité un système de santé n'est pas constitué que de médecins. Il est constitué non seulement d'infrastructures, mais aussi d'équipements. Et dans notre pays aujourd'hui, il faut le reconnaître et le dire avec beaucoup de sincérité que, en termes d'infrastructures, il reste beaucoup à faire. En termes d'équipement, il reste beaucoup à faire, même si nous avons sur le plan humain les meilleurs médecins de la sous-région, parce que il faut le dire aussi, nous avons des professeurs agrégés, nous avons des docteurs, nous avons d'autres même qui prestent à l'étranger, dans les pays où très souvent, lorsque nous sommes confrontés à des difficultés médicales, des pays comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire, des Guinéens qui quittent ici pour aller prêter leurs services dans des grandes cliniques de ces pays. Et des fois, ces médecins de ces pays vous disent carrément, mais vous laissez vos médecins là-bas pour revenir ici. C'est parce que tout simplement... un problème d'équipement. Voilà, c'est un problème d'équipement, c'est un problème d'infrastructure. Alors, si demain, les Guinéens doivent accéder à tous ces avantages de la couverture santé universelle, il va leur falloir forcément mettre en place d'abord tout cet arsenal-là, tout cet arsenal médical pour leur permettre d'en bénéficier. Alors, si cette rencontre de Kindia a lieu, je crois que cette rencontre statue sur tous ces aspects-là, à mon avis. Il est prévu aussi le forum, vous l'avez annoncé. Ce sont des préparatifs pour matérialiser cette disposition de la nouvelle Constitution. Tout à fait. Oui, Soniké Diané. Effectivement, c'est là aussi qu'il faut interpeller l'État. Regardez aujourd'hui, comme on l'a si bien dit, beaucoup de nos malades aujourd'hui sont obligés d'aller à Dakar, à Abidjan, certains à Paris, en Inde, certains vont en Tunisie, au Maroc. Mais cette saignée financière pour l'État, on est interpellé.
il faut mettre cet argent-là pour quand on ait des grands plateaux en Guinée, que ce soit en zone rurale, en zone urbaine. Et c'est extrêmement important parce que ces questions de maladie touchent tout le monde, touchent le plus pauvre, le plus riche. Ça ne laisse personne. Donc c'est extrêmement important. C'est un outil. C'est une obligation pour notre État d'y investir. Très bien, oui. Je vais saisir un pan de l'intervention de Bella Kamano, parlant bien sûr de ces grandes sommités du monde en tout cas médical de notre pays qui prêtent leur service à certains pays limitrophes. Je pense à feu professeur Nabi Daouda Kamara, un grand chirurgien qui a donc prêté longuement ses services à un pays voisin où il a assez d'homonymes dans ce pays-là. C'était un grand monsieur donc de la médecine qui nous a quittés, professeur Nabi Daouda donc Kamara, pour qui nous prions donc le Tout-Puissant de le recevoir dans son paradis voilà donc céleste. Nous allons plutôt lire quelques messages rapidement. Bonjour Parlement TV, et puis il dit plutôt bonjour les honorables, c'est avec une émotion. C'est un soin, hein, voilà, parce qu'il y a la fête de l'Assemblée, on ne va pas refuser de député comme ça. Amine. Il dit bonjour les honorables, c'est avec une vive émotion que je m'adresse à vous en tant que gestionnaire comptable à votre assemblée. Je pourrais donc ultérieurement apporter mes idées pour la création des sources de revenus par rapport à la CSU, mais également la CIPRES. Vous savez que la CIPRES aussi c'est une des voilà donc loi qui a été autorisée donc ici au Parlement. Que Dieu bénisse la Guinée et que Dieu vous garde. Merci également à vous monsieur. Donc nous avons cet autre message. Bonjour, je m'appelle Mohamed Oularé. Je suis très soulagé d'apprendre la candidature du général Mamadi Doumbouya. C'est l'homme qu'il faut pour la Guinée sans démagogie. Bonjour Parlement TV, le président Mamadi Doumbouya peut nous aider à nous développer et à développer la Guinée avec son projet. Je lui dis bonne chance et que tout Kamsar a son soutien. Alors merci beaucoup à cet autre téléspectateur qui nous suit certainement de ce côté. Vous êtes très nombreux à nous écrire, on ne saurait lire tous les messages, mais sachez que nous sommes très réconfortés de recevoir vos différents messages dans cette émission autour de la transition. Continuez à le faire, nous en tout cas, nous ferons le devoir de lire au maximum ces différents messages. Nous allons donc marquer une courte pause. Avant la pause, celui qui a envoyé le message qui compte proposer des idées, il faut l'orienter à la commission santé. À la commission santé, oui, voilà. On donnera son numéro, effectivement. On donnera son numéro. Donc, vous l'avez bien dit, hein, nous allons passer donc son numéro aux membres de la commission santé du CNT, certainement. Il s'agit de monsieur... comment il s'appelle, il n'a pas donné son nom, mais il a son numéro de téléphone ici. Merci. Dans quelques instants, nous recevons comme invité M. Assouman Toumani Kamara, directeur donc de l'information et des relations publiques des armées, avec qui nous parlerons bien sûr de la célébration de l'an 67 de la création de l'armée guinéenne, 67 ans donc d'engagement au service de la stabilité et du développement national. Nous marquons la courte pause et on se retrouve. I
GMD, donc il va falloir s'y habituer. Hein. GMD, donc c'est un sigle évocateur, un sigle d'actualité. On en parlera bien sûr dans d'autres numéros de cette émission. Mais avant, nous recevons aujourd'hui dans cette seconde partie de l'émission autour de la transition, M. Ansoumane Toumani Kamara, directeur donc des relations publiques des forces armées guinéennes, avec qui nous parlerons bien sûr de l'an 67 de ces forces armées, avec bien sûr ce thème, 67 ans d'engagement au service, n'est-ce pas, de la stabilité et du développement national. Monsieur Kamara, bonjour et merci de répondre à notre invitation. Merci, c'est un devoir et merci de nous inviter régulièrement à chaque occasion fondamentale de l'armée. Nous sommes là pour parler avec vous, parler avec vos téléspectateurs et merci de l'intérêt que vous accordez aux forces armées guinéennes. Merci. Je rappelle à nos téléspectateurs et auditeurs qui nous suivent naturellement qu'ils peuvent continuer à interagir avec nous en nous envoyant leurs questions via le 622 12 92 41 pour poser des questions certainement à notre invité ou apporter leur contribution. Oui, Mohamed Bari. Alors, on le rappelait, hein, l'événement est spécial. L'armée guinéenne célèbre ses 67 ans d'existence. Alors vous, en tant que directeur également de la DIRPA, que représente cette célébration pour vous? Bien, merci. Cette célébration représente une fierté, mais de mémoire aussi et de défi. Mémoire dans la mesure où l'occasion a été mise à profit pour se rappeler de ces Guinéens, de ces militaires, tout corps confondu, qui sont tombés sur les différents champs de bataille pour honorer le drapeau guinéen, pour l'intégrité du territoire national, mais aussi qui sont tombés sur les champs de bataille de plusieurs pays africains. Nous sommes le seul pays en Afrique ayant intervenu dans 15 pays de l'Afrique. Aucun pays de l'Afrique ne l'a fait. Et ça a été l'occasion, tout récemment, pour l'Angola, à l'occasion des 50 ans de son indépendance, d'inviter plutôt 6 vétérans guinéens, des combattants de la guerre d'Angola. Ils ont été invités et ils ont été décorés avec tous les mots aimables à l'endroit de la Guinée et de ses dirigeants. Et ça a été une occasion pour ces soldats de dire notre souhait le plus ardent aujourd'hui, que nos compagnons qui sont tombés en Angola, ils étaient au nombre de 3, que leur tombe soit réhabilitée et restaurée. Et le président angolais a favorablement accueilli cette demande et ça a été directement mis en exécution. Et dans les jours à venir, il s'engage aussi à faire des distinctions pour les dirigeants guinéens d'alors, le feu Ahmed Sékou Touré, et les dirigeants actuels pour tout ce qu'ils ont eu à faire dans la libération de l'Angola et dans le raffermissement des coopérations multidimensionnelles entre l'Angola et la Guinée. Donc voilà un peu l'occasion. Nous parlons aussi de défis, puisque de 1958 jusqu'à date, l'armée guinéenne a eu à poser beaucoup de jalons. Ces jalons ont été posés. Il y a des facteurs positifs, il y a des facteurs négatifs, mais à l'heure actuelle, il y a aussi ce défi sécuritaire dans la sous-région. L'armée se met en question pour relever tous ces défis. Donc, c'est encore une occasion de poser ces défis et de se dire, voilà, nous sommes dans une sous-région où nous sommes pour le moment le havre de paix, et ce havre de paix doit continuer et la stabilité doit régner en Guinée, le développement doit régner en Guinée. C'est ce qui a valu le thème de la stabilité au développement, un engagement continu. Donc c'est sous cet angle que la célébration a été faite, puisqu'il est dans la plupart des mémoires ou des débats, on pense que l'armée ne produit pas. L'armée produit. L'armée produit de 1958 jusqu'à date. L'armée produit. L'armée participe à la consolidation de l'économie nationale, mais d'une manière désintéressée. Nous posons des actes, on n'est pas vu. Nous ne faisons pas de tapage autour de ce que nous posons comme acte, mais l'armée a toujours été là pour appuyer, pour solidifier, puisque qui parle de développement économique parle de paix d'abord. Tout à fait, tout à fait. Sans la paix, il n'y a pas de développement. Sans la stabilité, il n'y en a pas.
Et l'armée a assumé ce rôle régalien de 58 à date. Ouais. Donc voilà un peu la thématique. Tout à fait. Lors de votre en tout cas intervention, vous avez fait mention bien sûr des premiers donc présidents de la République de Guinée. Voilà, au premier rang desquels le président donc le feu camarade Ahmed Sékou Touré, qui naturellement que nous allons suivre à présent dans cet extrait que nous propose la régie, où le président donc parle de des forces armées guinéennes. En novembre, les militants en uniforme de l'armée populaire guinéenne, contrairement à l'improductivité des troupes coloniales et mercenaires, sont activement occupés dans les diverses unités de production créées et gérées par notre armée, notamment dans les travaux de génie civil et d'agriculture où sont efficacement utilisés la plupart des militaires guinéens. Donc l'armée guinéenne, vous l'évoquiez tantôt, qui s'est impliquée dans le développement de la Guinée. Quand on suit un extrait donc, du premier président de la Guinée indépendante, faisant mention bien sûr de la contribution significative de l'armée au développement national, quelle réaction on peut avoir? Bien, cela m'amène à dire que le slogan du général Mamadi Doumbouya, s'inspirer du passé pour construire l'avenir ensemble, n'est pas un vain mot. Quand vous regardez ça, cette déclaration date de 1970, mais bien avant 1970. Vous n'êtes pas sans savoir que pendant le référendum 1958, l'armée a joué un rôle stratégique, ignoré par beaucoup de Guinéens. Il y a ce que nous avons appelé le vote blanc de l'armée. À l'époque, les militaires guinéens, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous allons voter oui pour la colonisation. Une manière de tromper le colonisateur pour lui dire que oui, si l'armée a dit ceci, ça veut dire que toute la population va suivre. Donc l'armée a joué cette stratégie que nous avons appelée le vote blanc de l'armée, et cela a rassuré le colonisateur pour dire que oui, le peuple va suivre la ligne donnée par l'armée. Par contre, la consigne était là. Ça, c'est le premier engagement de l'armée pour avoir l'indépendance. C'est ignoré par beaucoup de Guinéens. C'est pas sûr du grand public. C'est pas sûr du grand public. Donc, le vote blanc de l'armée, ça, c'est en 1958. D'accord. Bien, on a eu l'indépendance. Quand est-ce que ce pouvoir civil, ce jeune gouvernement a eu l'assurance que le peuple est derrière, que l'indépendance est réellement acquise? C'est quand le président Sékou Touré est parti au camp Alpha, rencontrer les militaires. Il a été ovationné, soulevé par les militaires pour dire que allez-y, nous sommes derrière vous. C'est là où la vraie indépendance de la Guinée est partie. Tout à fait. Et de 1958 jusqu'à date, cette armée est restée fidèle. Nous nous sommes approchés des historiens, des témoins de l'histoire, des compagnons d'indépendance. Toutes les implications de l'armée dans la vie politique étaient faites dans la justesse des choses, étant le garant de la survie de l'État. Tout à fait. En 1984, selon un témoin des faits, la prise du pouvoir par l'armée n'était pas de l'intention de l'armée, mais elle a été contrainte de le faire. Pour sauver la stabilité du pays. Non, la stabilité, mais elle a été entraînée par une puissance qui l'a amenée à prendre le pouvoir. Nous pouvons vous envoyer l'extrait de ce témoin de l'histoire. Très bien. Nous allons aussi, puisque nous sommes dans l'histoire, suivre un autre extrait que nous propose la régie. C'est cette fois-ci celui du général Lansana Conté, un soldat qui, naturellement, qui a dirigé la Guinée. Nous allons suivre cet extrait. On se retrouve pour la suite de cette émission. Nous sommes là pour servir le peuple. Nous devons nous comporter d'une manière exemplaire. Donc nous devons travailler. Nous devons nous organiser pour travailler. Le ministre de la Défense l'a dit tout à l'heure, qu'il faut que vous soyez intégrés dans le développement économique de notre pays.
Donc, que ce soit le président Ahmed Sékou Touré et le feu général Lansana Conté, nous prions pour le repos de leur âme. Alors, tous ces deux présidents, vous l'avez suivi, ont insisté à ce que l'armée continue sa participation pour le développement de la Guinée. Et ce sont des discours quand même qui, aujourd'hui, ont été traduits dans les faits au regard, bien sûr, des différentes contributions que vous évoquiez tantôt. Non, oui, ce sont des réalités. Au temps du général Lansana Conté, Ahmed Sékou Touré a parlé du génie militaire. Ouais. Il a parlé aussi de l'agriculture. À l'époque, en 1958, la route la route Mamou-Farana n'était pas une route. C'est l'armée qui l'a ouverte. Le trajet Mamou-Farana, c'est l'armée qui a ouvert cette route et fait de cela une route nationale. Okay. Avant, on quittait Mamou pour venir à Daboula, Farana, Kissidougou. Le trajet là n'existait pas. Beaucoup de routes à Conakry ici ont été faites par l'armée. Et traduisant, c'est un acte, les discours, un acte concret. Tout à fait. Et sur le plan agricole, l'armée était impliquée dans l'agriculture. L'armée était dans l'agriculture au temps de la Révolution. Le même schéma a été réédité par le général Lansana Conté. Lui-même était le paysan agriculteur, le président agriculteur. Tout à fait. Pour montrer que oui, ce que j'ai appris hier, je ne dois pas laisser. Il a continué sur le même schéma et il a invité tous les Guinéens à s'impliquer dans l'agriculture, que la terre ne trahit pas. Tout à fait, tout à fait. Et à date, dans le volet agricole, le général Mamadi Doumbouya a eu à équiper les unités agricoles d'équipements modernes. Certainement, vous devez avoir les images ici. Ouais. Il y a des équipements militaires et en 2025, on a eu à faire 600 hectares de riz à Koundian, à Dinguiraï, dans la plaine de Koundian. Oui, à Monchon et à Tindo. Cette année, nous sommes à plus de 700 hectares de riz encore mis en valeur. Tout ça, c'est pour contribuer à l'autosuffisance alimentaire. Okay. Mais le plus souvent, à votre niveau ici, au niveau de l'Assemblée, on qualifie l'armée de budgétivore. Oui, mais c'est bien au contraire. Oui. Ce que nous faisons est plus que certains départements. Oui. Nous garantissons tout le monde. Nous imposons la stabilité, nous imposons l'intégrité, le respect de l'intégrité territoriale. Et nous permettons à tous les acteurs du développement national de faire leur travail sans être inquiétés, sans être empêchés. Ça, c'est la plus grande contribution. Deuxièmement, nous participons à l'économie nationale. Je parlais de l'agriculture. Oui, à l'instant même à la télé parlementaire, pour ceux qui suivent, nous avons ces images. Ces images, c'est du concret. Ouais. Ceux qui sont curieux, on peut les amener sur les 4 unités agricoles. Actuellement, les riz ont bien poussé. Nous acheminons maintenant vers la récolte. Okay. Donc, pour dire que l'armée est dedans, l'armée est dans l'agriculture. Bien. Et si vous prenez la production vestimentaire, c'est encore une autre fierté. Les usines militaires que vous voyez devant vous, les mannequins là, les tenues actuelles ne sont plus commandées ailleurs. Tout est produit sur place. Et ça a commencé à partir de la révolution NRD. Il y a eu... Vous avez relancé... Ça a commencé au temps de la révolution. Okay. Avec les Allemands. Au temps du général Lansana Conté, il y a eu une relance partielle. Avec le président Alpha Condé, il y a eu la relance avec les Turcs, qui n'a pas tellement abouti. Et avec le général Mamadi Doumbouya, il y a eu la vraie relance avec des équipements adéquats, des équipements certifiés. Tout ce que nous produisons ici, toutes ces tenues-là, ce sont des tenues certifiées. Vous pouvez les prendre ici, envoyer dans n'importe quel pays. Ça peut être accepté dans la mesure où les tissus sont certifiés, les machines sont certifiées et la production, tout ce qui arrive mérite d'être certifié. Puisque si vous envoyez un fil qui n'est pas certifié, vous mettez, la machine ne va jamais accepter. Avec nos partenaires thaïlandais, c'est la règle. Si vous faites un travail, c'est pas bien fait, la machine ne va pas valider. Okay. C'est
directement, vous avez un tableau devant vous. Paramétré, tout travailleur a quelque chose. Dès que vous dites que vous avez fini, vous appuyez sur le bouton, la machine dit OK. Si ça dit non, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'anormal que vous avez eu à faire. Donc voilà, aujourd'hui, l'armée n'achète plus la tenue. À chaque période, il y a la dotation gratuite pour chaque soldat, tous les corps. Ça, c'est une fierté nationale, dans la mesure où, avant la relance effective, supposons une tenue était achetée à 700 000. 700 000 par tenue. À l'exportation. Oui, le complet. Ou, le complet. Oui. C'est-à-dire que c'est une supposition. À date, cette même tenue est produite à 300 francs. Vous voyez le gap. 700, 400 et 300. 700, 300. Il y a 400 francs de gap et tout cela maintenant rentre dans la caisse de l'État. Puisque l'armée vit du contribuable. Donc ça veut dire que l'armée est en train de faire quelque chose qui apporte à l'économie nationale. Bien. Allez-y, Soniki Jeanne. Monsieur le directeur, vraiment, en parlant de l'armée guinéenne, on en est fiers. Et on doit être fiers. Maintenant, depuis l'avènement du CNRD, plusieurs réformes ont été engagées au sein des forces armées. Pouvez-vous nous en parler de quelques réformes phares? Quelques réformes phares. Ouais. Sous le magistère. En dehors de ce que vous avez déjà dit par rapport aux usines. Parce que déjà... Oui, bon, d'accord. Au-delà de l'harmonisation des tenues, il y a le volet formation. Je l'ai dit ici, il y a des écoles qui ont été ouvertes au temps du CNRD qui n'ont jamais existé depuis notre indépendance. Parmi ces écoles, c'est l'école préparatoire technique que nous appelons communément Prytanée militaire. Cette école n'a jamais existé. Deuxièmement, il y a l'école d'état-major. C'est l'un des niveaux élevés de formation des officiers guinéens. Nous étions obligés d'aller ailleurs pour la formation. Cette école a ouvert ses portes et elle continue. La 5e promotion commence cette année. Bien. Il y a l'école de Mania. À Mania, il y a un volet où les gens partaient ailleurs pour se former. L'école là, elle est ouverte et elle reçoit. Alors, il y a également l'école de Falesade. Armes et munitions. Nous partions ailleurs pour comprendre les munitions, pour comprendre les armes. L'école là est ouverte. Mais la singularité au niveau de toutes ces écoles, à quelques années seulement de leur ouverture, nous sommes envahis, on ne dira pas envahis, mais nous avons pu attirer encore d'autres nationalités. Actuellement, il y a des Marocains qui sont en Guinée pour la formation dans ces écoles. Des Togolais sont là, des Camerounais sont là, des Tchadiens sont là, des Béninois, des Maliens, des Sénégalais. Ça veut dire qu'il y a de la rigueur, il y a le niveau, la qualité de la formation donne du goût à tous ceux qui viennent. Puisque si cette année, nous avons reçu un Marocain, à son retour, il dira, il faut venir en Guinée. Au lieu d'aller en Europe, venez en Guinée, vous aurez la bonne formation. Alors, il y a aussi cet autre fait nouveau pour la nouvelle génération, même si au temps de la Révolution, ça existait. C'est un peu le programme d'induction civilo-militaire qui, aujourd'hui, quand même est une grande nouveauté, la gouvernance du CNRD. Dites-nous, quel est l'objectif principal également de ce programme? Bien, merci. Ça, c'est un volet important. Vous avez créé cette télévision qui, aujourd'hui, attire beaucoup de monde. Vous avez beaucoup de téléspectateurs. C'est compte tenu de la qualité. Vous faites face aux besoins de la population. Ce qu'ils cherchent, c'est que les auditeurs, les téléspectateurs cherchent. Ailleurs, ils ne trouvent pas. Ils viennent chez vous, ils trouvent. Mais qui produit? C'est le personnel. Si le personnel n'est pas qualifié, il ne pourra jamais satisfaire l'auditoire ou le téléspectateur. Tout à fait. Donc le volet formation constitue un aspect important. Si nous prenons le cas guinéen, Dieu nous a doté de tous les atouts naturels
Nous sommes un scandale géologique. Nous avons toutes les ressources enviées du monde. Mais il faut un capital humain capable, consciencieux, patriote. C'est pourquoi je reviens là-dessus, s'inspirer du passé pour construire l'avenir. Au temps de la Révolution, pourquoi aujourd'hui les rares cadres qui sont dans l'administration sont appréciés de par leur travail. Quand vous leur dites venez à 8h, ils sont à 7h30 au service et ils quittent à l'heure ou après l'heure. Mais nous, notre génération, c'est pas cela. Le général Mamadi Doumbouya a dit tout ce que je suis en train de construire, si nous ne formons pas le capital humain conséquemment, après nous, c'est une autre situation. C'est pourquoi il y a eu ce service militaire obligatoire qui a été réintégré dans les habitudes de l'administration publique. Voilà un peu la philosophie. Effectivement, on a vu quand même des journalistes. Et vous vous rendez compte que si vous en avez un ici, voyez son comportement. Il ne raisonne plus comme les autres, commis de l'administration. Il est là à l'heure, il respecte le chef, il respecte le drapeau, c'est-à-dire qu'il respecte l'État. Et sa façon de faire est totalement différente des autres qui ne sont pas passés au camp. Alors, quelle est la seconde sens peut-être qu'on peut ouvrir pour ces futurs, pour ces militaires civils, si on peut qualifier comme ça? Vous faites la formation militaire, vous êtes agent de l'État et que par après, si vous avez une intention peut-être de finir votre carrière dans l'armée, est-ce qu'il y a cette possibilité qui est laissée également à ces futurs cadres-là? Oui, ils sont des réservistes. Des réservistes. Ils sont des réservistes. On ne le souhaite pas. S'il y a problème, on les rappelle. Mais ceux-là qui souhaitent continuer peuvent faire la demande. Les vannes sont ouvertes et à l'autorité de dire le dernier mot. Très bien. Allez-y. Monsieur le directeur, comment ce programme contribue-t-il à renforcer le lien armée-nation? Bien, c'est important. Nous avons reçu des demandes des personnes qui sont parties au camp et qui ont dit nous souhaiterions continuer dans le camp. Des fonctionnaires. Et des fonctionnaires qui sont partis. Également, il y a ces fonctionnaires-là aujourd'hui qui, quand ils voient un militaire, c'est du respect absolu. Parce qu'ils savent par où il est passé. Ils savent c'est quoi un militaire. Ne voyez pas un militaire dans la rue marcher, tu dis ah oui. Donc, l'autre volet ou l'autre objectif recherché, c'était de mieux faire comprendre à cette population civile le sacrifice ultime que consent chaque jour un militaire sur le terrain. Les membres du gouvernement ont commencé. Quand ils sont partis, ils ont vu ce qu'endurent les militaires. Le confort n'existe pas. C'est le travail quotidien, dur pour défendre la patrie. Après, on a envoyé les directeurs généraux et leurs adjoints. Eux aussi sont partis voir le travail, le sacrifice et l'amour de la patrie que le militaire a. Puisqu'on le dit souvent, n'est pas militaire qui le veut, mais qui le peut. Donc, ce qu'ils font comme sacrifice, si tous les Guinéens faisaient le même sacrifice, le pays allait avancer et beaucoup avancer. Tout à fait, oui, et on a vu quand même cette cérémonie de remise, voilà, donc de fin de stage d'induction ici au Palais du Peuple, et cette promotion a été baptisée au nom du général Mamadi Doumbouya. Très bien. Parmi les activités déroulées à l'occasion de cet anniversaire, donc l'an 67 de l'armée guinéenne, il y a eu cette campagne aussi sanitaire et gratuite qui a été menée par l'armée. Parlez-nous de cette initiative-là aussi. Bien, c'est devenu une habitude à chaque date anniversaire de la création de l'armée. Nous organisons des campagnes gratuites. C'est là comme pour répondre d'une manière à une autre à sa question. C'est une manière de renforcer le lien entre l'armée et son peuple. Ça, c'est dans le concept armée-nation. Et l'année dernière, c'était une campagne gratuite pour les yeux. Les gens sont venus, il y en a même qui ont quitté le Sénégal. Quand l'information était passée, il y a des citoyens sénégalais qui sont venus, puisque les 2 yeux peuvent vous coûter 25 millions. Il y en a qui sont... Donc,
l'armée a offert ça gratuitement à tous les patients qui ont été enregistrés et qui ont eu la chance d'être pris en compte. Cette année, c'est plusieurs pathologies. Avec nos partenaires saoudiens, ils sont venus, l'ONG WAMI, avec le service de santé des armées. Ce travail a été fait. Il y a eu plusieurs interventions chirurgicales en cadence, et cela a permis vraiment de sauver beaucoup de personnes et de soigner beaucoup de personnes. Et ça continue au niveau de notre centre d'hémodialyse où une autre campagne gratuite de dépistage est en cours. Alors parlons à présent de votre travail, vous personnellement, parce que quand même, c'est-à-dire que vous avez la responsabilité de la communication de ce qu'on pourrait appeler de la grande muette. Comment communiquer pour une grande muette? Deuxièmement, vous le savez quand même, aujourd'hui, dans le passé récent, il y avait certaines étiquettes posées également sur l'identité de l'armée guinéenne. Comment est-ce que vous travaillez pour améliorer cette communication de l'armée guinéenne? Bien, vous savez, à date, la communication est fondamentale pour toutes les structures. Oui, tout à fait. Surtout pour l'armée. Vous pouvez gagner un combat et le perdre dans la communication. Quelqu'un peut perdre un combat et le gagner dans la communication. L'autorité à tous les niveaux connaît cette réalité. S'il est question de communiquer, vous prenez référence à l'autorité. Je suis invité à tel endroit. Voici la thématique. Quel est le langage? Qu'est-ce qu'il faut véhiculer comme message? En fonction de cela, vous travaillez et l'autorité vous donne le go. Vous travaillez pour vraiment éclairer la lanterne des choses. Et cela est régulier. Cela, c'est avec un cycle régulier. S'il y a nécessité de communiquer, vous n'attendez pas le plus souvent. S'il y a nécessité, vous allez vers l'autorité. Il y a telle situation. Il va falloir communiquer. Vous échangez sur le contenu de la communication et vous travaillez. Tout se fait sous l'ordre de l'autorité. Dans l'armée, il n'y a pas d'initiative. L'initiative est proposée au chef et au chef de faire le go. Tout à fait, ça c'est important. Alors vous constituez en quelque sorte une sorte d'interface entre l'opinion publique et l'armée et vice-versa. Alors comment ça fonctionne? Est-ce que vous avez en tout cas des structures déconcentrées au niveau des unités pour que les interactions se passent de façon assez on va dire ordonnée pour éviter qu'il y ait des cafouillages aussi dans les différentes communications? Comment tout cela est organisé au niveau de la DIRPA? Bien, au niveau de la DIRPA, à date, sans modestie, nous sommes la structure sur le maillage du territoire national. La DIRPA dépasse toute structure de communication du pays. De Conakry jusqu'au dernier point des frontières, nous avons des éléments qui remontent les informations. La première des choses que nous avons eu à faire lorsque nous sommes venus à la tête de la DIRPA, c'était d'avoir une structure actualisée de la DIRPA. Puisque l'ancienne structure ne sciait pas avec les réalités du moment. Et le ministre, l'ambassadeur Abouakar Sidiki Kamara, nous a autorisé de travailler avec le comité sectoriel, ce qui nous a permis d'avoir une nouvelle structure de la DIRPA. À date, nous avons la direction, nous avons 3 divisions, nous avons 9 sections et des démembrements au niveau des états-majors. D'abord, au niveau de l'état-major général des armées, on a un démembrement qui est déployé. Au niveau du haut commandement de la gendarmerie, nous avons un démembrement qui est déployé. Quand vous entendez un démembrement, ça veut dire que c'est une équipe qui est là. Au niveau des états-majors particuliers, air, terre, air et mer, on a des démembrements. Au niveau des régions militaires, la même chose. Des bataillons, la même chose. Des compagnies et des PA, c'est encore les mêmes structures. Chaque matin, chacun fait la remontée des informations et ça nous permet d'informer l'autorité de ce qui se passe sur le terrain. Nous faisons aussi il y a la veille média. Il y a la veille média qui nous permet de canaliser
de répertorier. Une sorte de monitoring. C'est une sorte de monitoring que nous faisons tous les jours. Et il y a aussi notre bulletin d'information que nous appelons la synthèse de l'actualité. Tous les jours, nous produisons cela et que nous envoyons en audio à l'interne au niveau des chefs, puisqu'ils n'ont pas le temps de suivre toutes les radios, toutes les télévisions. Mais nous faisons chaque soir ce travail-là pour que ces autorités-là soient largement informées, donc donner de la bonne information. La grande miette n'est pas finalement miette. Elle n'est pas miette. Et moi, j'apprécie bien des capsules vidéo qui passent même sur Parlement TV. L'émission Douga. C'est vraiment intéressant tout ce que vous faites. C'est que vraiment, il y a assez d'ouverture. Il y a un rapprochement avec les citoyens. Mais comment pensez-vous que les médias peuvent aider dans cette démarche? Bien, je pense que nous sommes sur ce terrain-là. Ça veut dire que la DIRPA, qui est le pont entre l'armée et le monde extérieur, et qui est la source d'information du monde extérieur vers l'armée et de l'armée vers le monde extérieur, c'est pourquoi on dit direction de l'information et des relations publiques. Donc, nous sommes ouverts à tout partenariat, à toute collaboration pour pouvoir informer objectivement sur les réalités de l'armée. Nous sommes ouverts à tout le monde, puisque nous sommes dans un monde où la collaboration entre la population et l'armée est fondamentale. Les forces de défense et de sécurité ne peuvent jamais évoluer, avoir de bons résultats s'il n'y a pas une bonne collaboration avec la population. C'est à cette population, pour j'élargis un peu les choses, pour lutter contre le banditisme. Ça, c'est le domaine de la sécurité. Pour lutter efficacement contre le banditisme, il va falloir la collaboration de la population. Les bandits qui sont en ville, qui sont dans les concessions, ne sont pas dans la brousse. Ils sont pas sur les arbres. Et nous les connaissons. Il suffit seulement de dire à la police, lui, il mérite votre attention. Les numéros verts existent au niveau de la gendarmerie également. Ça existe au niveau de la police. Donc, cette collaboration, elle est fondamentale. C'est pourquoi, à date, l'armée fait beaucoup de choses pour renforcer ce lien entre la population et les civils. Entre les civils et l'armée. Tout à fait. C'est pourquoi le slogan, quand vous regardez aujourd'hui, le slogan « Notre nation, notre raison d'être » est traduit dans toutes nos actions. Tout militaire produit cela dans ses actions. Pour dire que je ne peux exister sans la population. Et cette population ne peut exister sans moi. Donc nous sommes contraints d'évoluer ensemble. Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on est bousculé par le temps, mais peut-être on ne saurait clore cette émission sans parler, bien sûr, des enjeux transfrontaliers avec le terrorisme, qui est une guerre asymétrique, qui nécessite une conjugaison des efforts au niveau donc, des pays limitrophes. Est-ce qu'aujourd'hui, dans cette dynamique-là, l'armée aussi est en pole position pour réellement essayer d'interagir avec les pays limitrophes? On a vu cette patrouille mixte Guinée-Sénégal à la frontière du côté de Koundara. Est-ce qu'il y a des initiatives pareilles qui sont en train d'être mises en place? Bien, il a parlé tout de suite d'innovation. Parmi les innovations, il y a eu des nouvelles structures qui ont été mises en place. Il y a ce qu'on appelle les BOR, les bataillons opérationnels régionaux. Ce sont des bataillons au niveau de Kindia, Labé, Kankan, Zérékoré. Chaque région a son bord. Et ces bords sont chargés de surveiller 24 heures sur 24 nos frontières. Déjà, il y a les batailles, il y a les militaires qui existent au niveau de ces régions militaires, mais les bords sont venus pour justement surveiller le long des frontières. Donc, ces bords-là régulièrement mènent des patrouilles pour pouvoir surveiller et sauvegarder notre intégrité territoriale. Ça, c'est un fait réel. Il y a également des missions que l'armée a eu à organiser. Il y a eu l'opération Sili 1, Sili 2. Ce sont des patrouilles qui ont été organisées, c'est-à-dire qu'on a envoyé des militaires qui ont quitté dans toutes les positions, qui sont venus s'ajouter. Si nous venons en Zérékoré,
on s'ajoute au bord de Zérékoré, on mène la patrouille. Il y a eu également cette collaboration avec l'armée sénégalaise. Quand le ministre des forces armées sénégalaises était venu, parmi les conclusions, c'était d'organiser une patrouille conjointe Guinée-Sénégal. Et cela a été fait. Cette patrouille a eu lieu le long de nos frontières et ça a vraiment donné des résultats dans la mesure où les Sénégalais qui sont à la frontière ont vu les militaires guinéens avec les militaires sénégalais, vice-versa. De notre côté aussi, c'était la même chose. C'est pour leur dire que ces deux unités, ces deux armées ont pour vocation de sauvegarder votre vie, de sauvegarder vos biens. Donc, collaborez. Si vous avez quelque chose, vous sentez quelque chose, informez-nous. Toutes les deux armées vont mutualiser les efforts. Donc, et ça a donné vraiment des résultats et cela continue. Peut-être qu'il y aura encore d'autres patrouilles conjointes avec d'autres pays voisins. Tout à fait. Alors nous arrivons au terme de cette émission. Certainement, ils sont très nombreux, hein, ces hommes en uniforme qui vous suivent à travers leurs différentes positions. Quel est le message que vous avez à leur endroit? Bien, moi, c'est un mot de félicitation. Je suis le mieux placé pour le dire. Étant civil, de venir travailler au sein des militaires, comprendre leurs sacrifices, comprendre les efforts qu'ils fournissent et le travail qu'ils abattent en longueur de journée, 24 heures sur 24, 7 sur 7, du 1er janvier au 31 décembre, ces militaires travaillent, hommes et femmes, pour que la Guinée garde son élan de pays exemplaires en Afrique. De 1958 jusqu'à date, aucune portion du territoire guinéen n'a été annexée. Tout à fait. Toutes les velléités ont été repoussées et farouchement repoussées. C'est le lieu de leur dire merci et dire encore que le pays compte sur eux. Et à titre d'exemple, si vous regardez tous les pays émergents aujourd'hui que nous saluons ou que nous envions, ont eu leur départ grâce aux militaires. La France est France aujourd'hui grâce au général de Gaulle qui a montré la voie à suivre. Les États-Unis, la même chose, c'est un militaire qui a fait asseoir la base du développement des États-Unis. Au niveau de l'Égypte, c'est encore un militaire qui a donné l'élan de développement de l'Égypte. Je m'arrête à ce niveau pour dire que nous sommes sur une bonne lancée et avec les militaires, nous allons asseoir les bases du développement de la Guinée pour que le pays retrouve son élan. La Guinée équatoriale, à qui la Guinée donnait à manger, puisque la nourriture de la Guinée équatoriale venait de la Guinée, pour ceux qui ne le savent pas, mais aujourd'hui c'est un Eldorado. Tout à fait. Tout à fait. Donc, merci, monsieur le directeur, d'avoir accepté une fois encore notre invitation parce que vous êtes très disponible lorsque nous vous sollicitons. Félicitations pour cela. Nous avons reçu, pour ceux qui nous suivent à la radio parlementaire, pour rappel, M. Ousmane Toumani Kamara, directeur des relations publiques des armées d'IRPA, donc en abrégé, avec qui nous avons parlé bien sûr de la célébration de l'an 67 de la création de l'armée guinéenne. Nous avons parlé donc des différents acquis de cette grande armée de notre pays. À toutes et à tous, nous vous souhaitons une excellente suite en compagnie bien sûr des programmes de la radio et de la télévision parlementaire. Portez-vous bien, au revoir.